Mesdames et messieurs, bonsoir. Bon, j'excuse monsieur le sénateur Requier que nous avions invité à cette manifestation qui est bloquée à Paris. Vous savez qu'il y a des problèmes, donc il arrivera peut-être dans la soirée s'il y a un avion ou s'il y a un train, s'il y a quelque chose. Sinon, il reviendra demain. Voilà. Donc, mais il est de tout cœur avec vous, monsieur l'abbé, madame Kelly. Il m'a dit que je vous salue et qu'il pensera à vous. Voilà. Donc, mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, monsieur le président de l'association, mesdames et messieurs, monsieur Vincent, le CPE du collège, qui est là, qui vous savez, pour ceux qui ne le connaissent pas, à Martel, il devient le grand spécialiste de l'audiovisuel, donc puisqu'il a créé même une télé locale, donc c'est notre grand spécialiste, alors il faut que vous commencez à le connaître, parce que vous le verrez partout. Monsieur le curé Jean-Robert Minkoko, merci, qui lui aussi a fait de gros efforts pour venir vous entendre, puisqu'il était à Toulouse et il m'a dit je ne sais pas si je serai à l'heure, et il est à l'heure, et on le remercie beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir répondu donc à cette invitation de la mairie de Martel à l'occasion du 800e anniversaire 1219-2019 de l'octroi des coutumes à Martel par le vicomte de Turenne. Alors, très simplement, parce que ce n'est pas moi qui fais de conférence, ben, suite à une rencontre avec monsieur l'abbé Lachaiseray ici présent, j'ai appris que 2019 était l'année du 800e anniversaire de l'octroi de ces coutumes. Donc on en apprend tous les jours, donc en discutant, il me dit, vous savez monsieur le maire, il serait bien de faire quelque chose. Quelque chose, il fallait se dépêcher de le faire avant la fin de l'année, donc puisque après ce serait plus le 801e anniversaire. Donc j'en ai averti mon collègue Marc Folk ici présent, en charge de la culture à la mairie, et tout de suite avec l'aide des amis du musée, j'ai dit bon, moi je suis occupé, mais je te charge de te mettre en place cette soirée. Quoi qu'il en soit, je les remercie, qu'ils en soient bien remerciés parce qu'ils sont arrivés à faire quelque chose de très bien. Je remercie aussi, j'en profite, Agnès, que je vois ici, Madame Schneider, là, si vous avez les cartons, si vous avez les affiches, Madame Schneider est à l'origine de ces affiches, donc voilà, tout le monde s'est mis rapidement, et Agnès, merci beaucoup de ta diligence. Voilà comment cela s'est produit. Alors, vous avez assisté à une conférence où deux conférenciers interviendront, Madame Marguerite Guély, ici présente, et Monsieur l'abbé Lachaiseray, que tout le monde connaît aussi. Donc l'un nous parlera, si j'ai bien compris, de la vicomté de Turenne en 1219, c'est Madame Guély. Oui, on commencera par ça. L'autre, ce sera Monsieur Lachaise, qui parlera de l'année 1219. Autour de l'année. Mais vous préciserez vous-même quand vous aurez la parole, monsieur l'abbé, voilà. Alors je voudrais aussi vous dire qu'à la fin de leur conférence, je vous demande de ne pas partir. Je vous demande de ne pas partir à toute vitesse. Je vous demande, une surprise vous attend tous, et un rafraîchissement offert par la mairie vous sera servi en bas. Voilà, je m'arrête là et je vais donner la parole à Mme Guély, par exemple, pour commencer. Voilà. Voilà, alors vous m'entendez dans le fond? Oui. Ça va? Bon. Nous fêtons donc le 800e anniversaire de l'octroi de ce qu'on appelle une charte de coutumes à la ville de Martel par le vicomte de Turenne, qui est son seigneur naturel. Alors moi, je vais dans une première partie vous parler de ce vicomte et des raisons qui font qu'il a donné une charte de coutume à Martel. Ensuite, monsieur l'abbé nous parlera de Martel à cette époque et en élargissant autour de Martel, donc pour cette période de 1219. J'irai jusqu'à Paris. Oh oui, alors si vous allez jusqu'à Paris, ça va aller très loin. Ensuite, eh bien, nous entrerons dans le vif du sujet, c'est-à-dire la charte elle-même. Et comme c'est une charte assez compliquée, avec des termes parfois difficiles à comprendre, je demanderai à M. Flandin-Letty, qui est ici, et qui vous a déjà fait une conférence sur les sceaux,
de la ville de Martel, sceaux S-C-E-A-U-X, sur ces sceaux, donc, il y a, je pense, 2 ans, 3 ans, je ne parle pas plus exactement. 2 ou 3 ans. Voilà, et comme M. Flandin-Meletier est un spécialiste de cette époque et un spécialiste aussi des chartes, je crois que je ne pourrais pas m'adresser à mieux pour demander de commenter cette charte. Et nous finirons sur ce qui s'est passé après cette date, c'est-à-dire la raison qui a fait que Raymond VI, qui est donc le vicomte de Turenne, attendez, pas Raymond VI, Raymond IV, qui est vicomte de Turenne, était venu à Martel et avait demandé une charte, et cette raison, c'est qu'il partait à la croisade et qu'il avait besoin d'argent. Je vous expliquerai donc en conclusion cette croisade, qui est d'ailleurs, vous le verrez, une croisade assez étrange. Et nous commençons donc par Raymond IV, donc, vicomte de Turenne. Alors Raymond IV, c'est le fils de Raymond III, ça paraît logique. Tous les vicomtes de Turenne s'appellent Raymond, sauf quelques-uns qui s'appellent Boson, mais ces Bosons ne vont pas continuer après cette période-là, au XIIIe siècle. Donc Raymond IV est le fils de Raymond III et d'une rouergarte qui s'appelle Élise de Séverac. Son père a participé à la croisade des Albigeois. Nous sommes en plein dans la période de cette croisade terrible qui a mené les seigneurs du nord de la France jusqu'au sud et jusqu'à Toulouse, et qui s'est terminée, comme vous le savez, par l'écroulement de cette famille de Toulouse et l'occupation par les seigneurs du nord et surtout par les rois de France de tout le sud de la France. Donc le père de Raymond IV, Raymond III, a participé à la croisade des Albigeois, et il en a d'ailleurs profité pour récupérer pendant un certain temps le château de Séverac, que Simon de Montfort avait attaqué et avait pris. Autrement dit, pour lui, c'était une bonne affaire. C'était la famille de sa femme, mais enfin, bon, il trouvait très bien d'avoir ce château de Séverac. Et d'autre part, lorsque Simon de Montfort a attaqué le château de Cazenac, qui se trouvait en Périgord, et où se trouvait un autre beau-frère de Raymond IV, eh bien, ce château de Cazenac, lui aussi, a été confié au vicomte de Turenne pour un certain temps. Autrement dit, son père, c'est un personnage un peu inquiétant, qui meurt en 1214 et qui laisse donc à son fils une vicomté qui est assez grande, une vicomté qui n'est pas encore partagée comme elle le sera en 1251, donc une vicomté qui est assez grande et où 2 grandes villes sont extrêmement riches. Alors dans la partie Limousin, c'est Beaulieu, et dans la partie Quercy, c'est Martel. Ceci explique donc que Raymond IV s'intéresse particulièrement à Martel. Alors Raymond IV, lui, dès l'année 1210, il a fait un très beau mariage avec la fille du comte d'Auvergne, Guy II d'Auvergne, et de Pénel de Chambon. C'est un très beau mariage. La dot d'Élise d'Auvergne, elle est quand même de 200 marcs d'argent, ce qui équivaut, paraît-il, à 20 000 sous. Évidemment, c'est difficile d'imaginer la somme que ça représente, mais disons qu'il a fait vraiment un très beau mariage. 2 ans avant, Raymond de Toulouse, qui a été dans une période de trêve au moment de la guerre des Albigeois, était venu en Quercy, et il avait négocié justement avec Guy II d'Auvergne au sujet de Rodez, au sujet du Rouergue. Et en même temps, il avait proposé à Guy II d'Auvergne de faire épouser sa fille, Élise, à son fils, le fils donc de Raymond de Toulouse. Ça veut dire, vous voyez, qu'on a affaire à des personnages de haut niveau. Alors ce mariage n'était pas fait, et 2 ans après, donc, c'est Raymond IV qui a épousé Élise d'Auvergne. Autre caractéristique de ce Raymond IV, en 1216, il accompagne le dauphin de France, c'est à l'époque le dauphin Louis,
et le roi est à l'époque Philippe Auguste. Il accompagne donc le dauphin Louis dans une expédition extrêmement risquée, et pas d'ailleurs pas couronnée de succès, en Angleterre, à la poursuite de Jean Santerre. Alors les barons anglais l'avaient demandé de venir, mais il s'est trouvé que Jean Santerre est mort au cours de cette expédition. Donc les barons anglais ont immédiatement compris qu'ils n'avaient plus besoin du dauphin de France pour lutter contre ce Jean Santerre, et ils ont expliqué que son fils, le fils donc de Jean Santerre, Henri, qui n'avait que 3 ans, était leur héritier naturel et la personne qu'ils voulaient protéger. Les chevaliers en français ont donc été rapatriés en France, certains faits prisonniers, donc ayant payé rançon. C'est une expédition ratée. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est assez curieux, vous voyez, qu'un seigneur du sud de la France, parce que tout de même la vicomté de Turenne est dans le sud de la France, soit allé suivre le dauphin, alors que son père Philippe Auguste n'était pas tellement d'accord pour cette expédition, l'ait suivi en Angleterre. Une personne va va être très heureuse de sa venue, c'est la femme du dauphin, la bien connue Blanche de Castille, qui a tout fait pour que son mari, évidemment, réussisse dans son entreprise, alors que le beau-père, Philippe Auguste, n'était pas très chaud, et qui a cherché à trouver de l'argent pour les rançons de ceux qui avaient été prisonniers. On peut penser donc qu'elle avait une certaine amitié pour ces seigneurs qui avaient suivi le dauphin. Ça, c'est une expédition de 1216-1217. Alors nous commençons à arriver à la période de la Charte. Le pape est en train de demander aux croisés français de reprendre la croisade contre Raymond de Toulouse, reprendre la croisade contre les Albigeois. Et il demande à tous les seigneurs, sous peine d'excommunication, de se croiser. Et Raymond IV n'a peut-être pas très bien compris, ou alors il est extrêmement prudent et il se dit que, ma foi, il a un autre choix à faire. Eh bien, il se croise pour aller en Palestine, et non pas à Toulouse. C'est évidemment peut-être plus risqué, mais en même temps, c'est obéir d'une part au pape, et puis c'est éviter de faire comme son père et de se lancer dans une croisade que probablement il n'appréciait pas. Nous sommes vraiment dans la période de la croisade des Albigeois, où il n'y a plus aucune raison sérieuse d'attaquer le comte de Toulouse. Il s'est à plusieurs reprises excusé d'avoir eu des hérétiques dans son pays. Visiblement, il s'agit maintenant d'occuper le sud de la France. Il n'y a plus de raison véritablement sérieuse de faire cette attaque. Et le vicomte de Turenne, il est tiraillé. Il faut vous imaginer que cette vicomté, elle se compose de 3 parties. Il y a d'une part la partie limousine. Et les Limousins, comme d'ailleurs pour la partie Périgord, ils sont rattachés au duc d'Aquitaine. C'est-à-dire qu'ils vont se mêler de toutes les histoires que le roi de France a avec le duc d'Aquitaine, qui est en même temps roi d'Angleterre. Donc ils sont déjà tiraillés de ce côté-là. Ensuite, ils sont visiblement, à cause de la partie Quercy de leur territoire, plutôt tournés vers Toulouse. Et ils prêtent d'ailleurs, ils rendent des hommages aux seigneurs de Toulouse. Autrement dit, pour certains de leurs biens, autrement dit, ça veut dire qu'il y a une grande fidélité envers Toulouse. Et puis il y a le roi de France. C'est, si vous voulez, la personne maintenant qui commence à prendre le plus d'importance. Bon, et il y a cette fidélité au roi de France qui leur complique beaucoup l'existence. Ça fait 3 fidélités difficiles à accepter. Alors, le vicomte, ayant donc fin de comprendre qu'il fallait aller en Palestine ou en Terre Sainte, va donc participer à ce qu'on appelle donc la 5e croisade. Alors, qu'est-ce que c'est que cette croisade ? Philippe Auguste
lorsque le roi de Jérusalem, le dernier roi de Jérusalem, qui était un Français, était mort, avait demandé au pape, et demandé aussi aux autres souverains européens, qu'on nomme comme roi de Jérusalem un seigneur français qui était connu pour sa bravoure et qui était un très bon croisé, et qui s'appelait Jean de Brienne, pour devenir roi de Jérusalem. Alors à l'époque, en 1219, être roi de Jérusalem, ça ne voulait pas dire avoir Jérusalem. Jérusalem était retombée aux mains des musulmans depuis longtemps. Mais les croisés, et puis les seigneurs français ou italiens ou anglais qui étaient restés en Palestine, occupaient tous les ports, et en particulier la très forte place de Saint-Jean d'Acre. Et donc Jean de Brienne s'installe à Saint-Jean-d'Acre. Là, nous sommes en 1215. Il demande donc au pape de prêcher la croisade. Seulement le pape est très gêné parce qu'il a deux croisades. Il a celle de Toulouse et il a celle de Palestine. Et probablement il sent que Toulouse c'est plus important que la Palestine. Si bien que les croisés arrivent au compte-gouttes. Tout le monde arrive assez lentement, puisque nous sommes en 1215. Alors l'idée de Jean de Brienne, ce n'était pas d'attaquer Jérusalem, ça aurait été trop difficile, mais c'était d'aller en Égypte, d'occuper le port qui commande le delta du Nil, et qui s'appelle Damiette, et à partir de là, essayer de remonter vers le Caire, où était à cette époque-là le sultan. Donc, si vous voulez, c'était une tactique nouvelle dont on n'avait pas eu idée jusque-là et qui supposait donc de partir de Saint-Jean-d'Acre, après l'avoir fortifié et y avoir laissé des hommes, et aller attaquer Damiette. Autrement dit, aller jusqu'à Damiette, probablement avec des bateaux, plutôt que par la côte. Ça va donc prendre un certain temps, et en 1218, donc, ils se retrouvent, tous ces croisés, au siège de Damiette. Ça devait se passer très bien, mais malheureusement, arrive tout un contingent de croisés italiens et anglais, et malheureusement, je suis désolé de le dire pour M. l'abbé Lachiaiseray, ce détachement est commandé par le légat du pape, qui s'appelle Pélage, et ce monsieur va prendre immédiatement la tête de la croisade. Or, malheureusement, il n'y connaît rien, il n'a jamais été ni en Palestine ni en Égypte, il n'a aucune compétence militaire, et le pauvre Jean de Brienne va donc être obligé de lui laisser la direction des opérations. Alors le sultan du Caire, donc, se trouvait à cette époque-là fort gêné, parce qu'il avait d'un côté les Mongols qui commençaient à arriver avec Gengis Khan sur ses arrières, si on peut dire, par l'Iran, et puis il avait ses croisés qui attaquaient ou qui essayaient d'assiéger Damiette. Alors il leur a proposé un échange. Il leur a dit « Je vous rends Jérusalem, et vous n'attaquez plus Damiette, vous laissez tomber la question Égypte. » Jean de Brienne aurait été tout à fait d'accord, parce que finalement le but des croisades, c'était quand même d'aller à Jérusalem, d'essayer de laisser les pèlerins aller jusqu'à la ville sainte, vous voyez. Mais le légat du pape n'a pas été d'accord, il a refusé l'échange proposé par le sultan, et il a lancé l'armée des croisés vers le Caire. Il faut savoir qu'entre Damiette et le Caire, il y a le Nil, tous les canaux du Nil, et que bien entendu, les musulmans connaissaient parfaitement tous ces canaux, étaient capables d'en ouvrir certains et en fermer d'autres, et le résultat, c'est que l'armée des croisés a été complètement coincée dans les marécages, entourée par les musulmans, et elle a été obligée de se rendre. Comme d'habitude, à cette époque-là, les musulmans sont relativement cléments, et ils vont se contenter de faire des prisonniers, mais de réclamer d'énormes rançons. Jean de Brienne obtient donc de rentrer à Saint-Jean d'Acre,
et à partir de Saint-Jean d'Acre, d'essayer de racheter tous ces prisonniers. C'est donc ce qu'on peut appeler une croisade ratée, et on peut se demander aussi le rôle qu'a joué Raymond IV là-dedans. Au mois d'avril 1219, il est en pourparlers en France, il est en pourparlers avec le seigneur de Castelnau, au mois donc d'avril. Au mois de juin, il est à Martel, et il leur donne donc leur charte. Au mois de septembre, il est en Yougoslavie, à Mostar. Là, il anoblit certains de ses serviteurs les plus fidèles, la famille de Besse, qui était de Martel, ou plus exactement de Loucha, vous voyez où est le petit repère de Besse. Donc il anoblit cette famille dans ce port de Mostar, et ensuite, eh bien, il se rend, nous sommes donc en décembre, vous voyez, en novembre 1219, il se rend à Damiette. À ce moment-là, le siège est presque terminé, la ville est prise, mais l'armée n'est pas encore partie, vous voyez, pour le Caire. Ensuite, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais il est de retour en France dès le mois de mars 1221. Autrement dit, il a dû rester à peine un an en Palestine, enfin à la croisade. Alors il est possible qu'il soit resté à Saint-Jean d'Acre, il est possible qu'il ait fait partie de l'armée qui a attaqué donc, et qui a été faite prisonnière. En tout cas, il est rentré. Monsieur l'abbé vous parlera tout à l'heure d'un autre personnage qui a participé à cette croisade, ou du moins qui est passé un peu en éclair à travers la croisade, c'est saint François d'Assise. Saint François d'Assise était persuadé qu'il allait convertir le sultan, et il est donc, avec un autre frère de son groupe, allé voir le sultan pour tenter de le convertir. Alors à vrai dire, le sultan lui a demandé s'il était un renégat, c'est-à-dire un catholique qui se convertissait à l'islam, ou bien s'il était un ambassadeur du légat et de Jean de Brienne. Comme François d'Assise lui a répondu ni l'un ni l'autre, et simplement qu'il voulait le convertir, immédiatement les docteurs de la loi coranique, qui se trouvaient tout autour du sultan, ont réclamé la tête de saint François d'Assise. Mais le sultan était un personnage quand même relativement doux, et il a renvoyé les deux émissaires donc dans le camp, dans les hommes en poste des chrétiens. Mais il vous reparlera, je pense, de cet épisode. Donc juste avant de partir à la croisade, Raymond IV s'entend avec le seigneur de Castelnau, tout simplement parce que tous les deux se faisaient une guerre féodale continuelle. Donc il s'entend avec lui, il se donne réciproquement des otages, et il vient à Martel. Et il va donc accorder à cette ville de Martel une charte. Mais je vais passer maintenant la parole à monsieur l'abbé qui va nous parler de cette époque. Alors, écoutez, après les précisions extrêmement fortes que donne Madame Kelly, moi je vais vous parler de façon plus générale et de ce qui s'est passé, mais en prenant une période relativement large, autour de l'année 1219. Parce que, tel que nous sommes au Moyen-Âge, pour nous, c'est une période un peu de nuage. Le Moyen-Âge dure, en principe, de l'an 500 à l'an 1500. Oui, 1000 ans. 1000 ans. Et on en a une idée souvent extrêmement vague. Si bien que quand on dit on n'est plus au Moyen-Âge, on ne sait pas d'ailleurs ce qu'on dit, mais je voudrais vous montrer à la fois le côté de toutes ces contraintes féodales et puis des mentalités de ce temps, mais il y a de très grands changements, des changements considérables que Madame Kelly a d'ailleurs évoqués, notamment avec un personnage marquant comme Philippe Auguste.
fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Alors on a parlé des croisades. Les croisades elles-mêmes ne se ressemblent pas tellement. Il y a eu la première, une entreprise à la fois des seigneurs et puis avec une autre croisade plus populaire. Il y a eu, ça c'était vers l'an 1100, enfin 1096, et puis il y a eu la seconde au milieu du XIIe siècle, la troisième et la quatrième qui a été complètement détournée de son but, puisque comme cela nous a été dit, en principe on allait à Jérusalem, oui. Mais il y avait déjà des intérêts commerciaux et politiques. En particulier les Italiens, les gens de Gênes et de Venise, fournissaient la flotte. C'est eux qui fabriquaient les bateaux. Et évidemment, il fallait payer. Pour la quatrième croisade, c'était Venise. Et Venise a fourni les bateaux, mais les seigneurs croisés, notamment ceux de France, n'ont pas pu réunir la somme demandée. Alors, il y a eu un arrangement avec Venise. On leur a dit, eh bien, écoutez, nous sommes en lien avec un empereur byzantin qui a été détrôné et il faudrait nous aider à le remettre sur son trône. Bref, la croisade, au lieu d'aller à Jérusalem, est allée à Constantinople, qui a été mise à sac et pillée. La cinquième, on vient de nous en parler. Ah oui, c'est raté. La sixième, c'est pas beaucoup mieux. Ah, quand même, Frédéric II. Oui. Frédéric II, il a obtenu Jérusalem. Oui, mais ça n'a pas eu beaucoup d'effet, parce que assez rapidement, son choix n'a pas été suivi. Et puis, il y a eu les deux croisades de Saint-Louis, la 7e et la 8e. On considère que ce sont les dernières, mais en fait, le projet de croisade a duré jusqu'en plein XVIe siècle. Bon, je ne vais pas m'y attarder puisqu'on en a parlé. Mais je voudrais dire autre chose. Donc j'ai évoqué Philippe Auguste, homme énergique et intelligent, qui a marqué le destin de la France. Il suffit de songer à la fameuse bataille de Bouvines. Au moment, je vous donne des exemples pour qu'on voit que c'est une période de profonde mutation. Au moment de la première croisade, mettons vers l'an 1100, Paris est une grosse bourgade de 12 à 15 000 habitants. Et le roi, finalement, aime autant aller à Orléans, autre ville de son domaine, qu'à Paris. Au temps de Saint-Louis, vers la fin de son règne, Paris est non seulement devenue la plus importante ville d'Europe, mais sa population approche de 200 000 habitants. Je ne sais pas si vous vous représentez dans ce monde rural où se développent des petites villes, ce qu'est le monstre d'une ville de 200 000 habitants. Alors ce n'est pas seulement une question de population, elle est devenue la capitale du royaume. Et ça aussi, c'est Philippe Auguste qui a commencé. Il aimait beaucoup cette ville. Alors, il y a l'université. L'université de Paris, au début du XIIIe siècle, c'est quelque chose aussi qui a un rayonnement international. Les étudiants, on est étudiant à partir de 14-15 ans à l'époque. Les étudiants peuvent être peut-être 10 000, d'après les estimations possibles, parce qu'on n'a pas de statistiques. Mais tenez-vous bien, l'université est assez importante pour que, en 1229, 10 ans après la charte, il y ait la première grande grève étudiante qui a fait que cette université a été fermée pendant
2 ans. Et ça a valu d'ailleurs à Toulouse de profiter de l'occasion pour accueillir des professeurs et des étudiants. Et Montpellier. Pas à Toulouse non seulement, mais il y a Montpellier, il y a aussi Orléans, qui n'était pas université, mais qui était un peu l'équivalent. Bref, j'aurais beaucoup de choses à dire sur le centre juridique qu'il y avait à Orléans, parce que nous avons à Martel un document extraordinaire. Oh, tant pis, je le raconte. Ah oui. Il y a de nombreuses années, en voulant feuilleter, vous savez, les vieux registres de naissance, baptême, mariage, enfin, je suis tombé sur ceux qui dataient de Premier Empire et Restauration. Et les reliures étaient faites avec des morceaux de parchemin. J'essaye de les lire, je me dis, mais c'est une écriture du XIIIe siècle. Et surtout, c'était du français, pas de l'occitan, du français. Je m'y suis intéressé, et pour chance, je pense que ça aurait été pareil du temps de monsieur le maire actuel, monsieur le maire de l'époque, Jean-Claude Requier, m'a dit, mais si ce sont des documents de cet intérêt, on va faire décoller les reliures pour en faire de nouvelles. Et en plus, j'ai trouvé à Cahors, à la bibliothèque diocésaine, plus aux archives départementales, des morceaux du même manuscrit. On a mis tout ça ensemble, c'est maintenant aux archives de la ville. Eh bien, après enquête, il s'est avéré que, moi je disais, c'est une traduction d'un texte latin. Et de fait, un spécialiste du droit médiéval à Toulouse nous a dit, c'est une traduction qui a été faite à Orléans dans les années 1249-50 des décrétales du pape Grégoire IX. Enfin, je n'entre pas dans les détails, mais voyez, je ne sais pas comment ces morceaux sont arrivés à Martel, mais ça, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai parlé de l'université, mais il faudrait parler aussi de l'administration qui se développe. Le roi va, à partir de Philippe Auguste, avoir des représentants dans toutes les parties qui forment ce qu'on appelle le domaine royal, qui s'est beaucoup accru. Et ces représentants du roi vont jouer un rôle très important. On les appelle les baillis dans le nord et les sénéchaux dans le sud. Et vous savez qu'à partir du XVe siècle, Martel a eu une sénéchaussée. Alors c'est une période où il y a, au milieu d'un État rempli d'encore beaucoup de féodalité, dont certains seigneurs étaient très puissants encore, mais il y a maintenant quand même une autorité de tutelle qui se met en place, avec bien sûr toutes les nuances qu'on peut y mettre. Mais j'en veux pour témoin là aussi un document martelé, tout à fait étrange, qui a été sauvé d'une perte irrémédiable. C'est un des plus anciens documents sur papier français. Il date de 1252 à 1275. Je pense que vous l'avez vu, Madame Guély. C'est le brouillard des consuls de Martel qui notait, alors c'est le brouillard, si vous voulez, ce n'est pas en ordre, on note les affaires au fur et à mesure, sur papier. Et c'est le 4e document sur papier en ancienneté en France. Il est conservé, je ne sais pas pourquoi maintenant, au musée de Figeac. Je ne sais pas pourquoi.
Toujours est-il que ce document, pour les consuls, mentionne 2 fois qu'on envoie quelqu'un à Paris, en France, comme ils disent, pour régler des questions, parce que à Paris se réunissait depuis l'époque de Saint-Louis un organisme extrêmement important, le Parlement. Curia in Parlamento, comme on disait. Alors c'était un organisme à la fois judiciaire, politique et financier. Alors il se réunissait dans des sessions tantôt judiciaires, tantôt financières, tantôt politiques. Alors ils avaient des réunions relativement régulières et dans les premiers registres conservés, qu'on appelle les olimes, oui. Il y a les sentences, les procès, il y a 2 fois Martel. Martel qui était en conflit avec son seigneur, le sire de Pons. Oui, quand la vicomté a été partagée. Et voilà, c'est dans les années 1256, je crois, et le second, malgré le traité de Paris fait par Saint-Louis avec le roi d'Angleterre, où les parties de l'ancienne Guyenne revenaient au roi d'Angleterre, mais qui était quand même le vassal du roi de France sur les terres. Eh bien, même après, en 1263, il y a un conflit entre les seigneurs de Pons et les homines de Martello, voilà. en latin, mais les hommes de Martel. Ça prouve que ça commence un peu à se centraliser. D'autre part, je ne voudrais pas passer sous silence le développement du commerce à cette époque. Il y a des routes extrêmement rudimentaires, ce ne sont plus les routes romaines, sauf à quelques endroits, mais elles sont un peu plus sûres qu'avant. C'est-à-dire que vers l'an 1000, les seigneurs pouvaient rançonner, pouvaient piller les marchands qui passaient. Il y a à partir de Philippe Auguste, sous Saint-Louis, sous Philippe le Bel, des sauf-conduits. Et il y a aussi justement l'action des baillis qui surveillent, ou des sénéchaux qui surveillent quand même les routes. Rares sont les endroits où elles sont praticables de façon, sont des pistes, si vous voulez. Mais ça n'empêche pas le commerce de se développer. Alors, il y a le développement du commerce local avec les bastides. Ça, c'est une forme de petite urbanisation dans nos régions méridionales. La première doit dater de 1220, je crois. C'est Cordes, je crois. Et ça va jusqu'au début du XIVe siècle. Alors, il y en a beaucoup, y compris dans le Lot. La plus proche, je pense que c'est Puybrun. Oui, après c'est Bretenoux. Après c'est Bretenoux. Elles sont à peu près contemporaines. Il y a le Mont-Sainte-Marie-Alix, c'est peut-être. Ah, aussi. Et ces bastides, Martel n'est pas une bastide. Ah non, 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 non. Madame Guély a souvent développé ce que maintenant je pense beaucoup savent, que c'est un petit centre commercial qui s'est développé et qui ensuite a acquis une certaine activité judiciaire, même avant la sénéchaussée, puisqu'on voit des jurisconsultes à Martel aussi dès le XIIIe siècle. Mais surtout, le commerce international se développe avec les fameuses foires de Champagne, qui avaient 4 moments dans l'année où on venait depuis la Russie, beaucoup depuis l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, et ces foires de Champagne ont considérablement favorisé le commerce parce qu'on y a inventé ce qui est le lointain ancêtre de nos chèques.
c'est-à-dire des lettres de change qu'on appelait lettres de... Il y avait un autre nom, je ne l'ai plus dans la tête, mais à peu près contemporain. Et il y avait des gens du Quercy qui y allaient, des Cadurciens, comme on disait. Je ne suis pas arrivé à savoir s'il y avait des martelets. Non. Donc vous voyez, le Moyen-Âge, ce n'est pas une période uniforme. C'est extrême. Alors bien sûr, vous me direz, mais les paysans ne changeaient pas beaucoup leur mode de vie. C'est vrai que les instruments agricoles, à part le col qu'on a inventé à cette époque pour le col d'attelage. Oui, le col d'attelage, mais c'était dans les grandes exploitations, parce que souvent chez nous c'était plutôt une vache, un bœuf, alors c'était encore l'araire, mais quand même, c'est à cette époque, j'espère que Madame Guéline ne me contredira pas, qu'on voit diminuer le servage et se développer une première forme de petites exploitations, et parfois de plus grosses. Naturellement, la guerre de 100 ans remettra beaucoup de choses en question. Mais à cette époque-là, donc au XIIIe siècle, il y a bon nombre de ces paysans qu'on appelle en français les vilains, c'est-à-dire qui habitent un village et qui sont pratiquement propriétaires, malgré quelques redevances, de leurs terres. Alors, je ne vais pas insister un peu plus sur ce développement. Je veux quand même ajouter aussi le développement un peu d'une culture écrite. C'est-à-dire que, tant au plan administratif, juridique ou littéraire, il y a beaucoup plus de gens qui savent écrire. Ou beaucoup plus, la majorité est analphabète. Mais, je vous ai fait allusion à des documents. Il y a aussi, je crois, aux archives départementales, un document datant de 1252, je crois, où il y a une liste impressionnante des habitants de Martel. On retrouve beaucoup de noms encore représentés aujourd'hui. Et il y a une rue à Martel à qui j'avais demandé à M. Requier de donner le nom d'un troubadour martelé, Peyre-Pélissier, à ne pas confondre avec un maire précédent. D'ailleurs, on l'écrivait « et » accent aigu. Peyre-Pélissier, dont on a 2 chansons, et qui était en mauvais termes avec, non pas le vicomte de Turenne, mais le dauphin d'Auvergne. Voilà. Bon. Mais c'était à propos d'une femme. À propos d'une femme et aussi à propos de gages qu'il n'avait pas touchés. Oui. Enfin, les deux peuvent marcher ensemble. Je reviens à l'année 1219 pour évoquer la croisade, mais je ne vais pas évoquer la croisade elle-même. Mais vous savez qu'une croisade, il y avait les chevaliers dans des navires. Ils n'étaient pas seuls. Il y avait souvent des marchands qui les accompagnaient, des femmes, des prostituées. Des écuyers. Et il y avait aussi des navires réservés aux chevaux, qu'on appelait les huissiers, parce que ils avaient des portes particulièrement étanches. Et on pouvait y mettre des chevaux. Bref, il y avait beaucoup de monde qui partait. Et donc, comme ça a été annoncé, il y avait un navire avec beaucoup d'Italiens, et il y a un navire où se trouvaient 2 personnages qui tranchaient un peu avec le reste.
L'un était d'une famille de commerçants d'Assise en Ombrie, Francesco Bernardone. Il avait alors 37 ans. Il avait suivi l'expédition, mais il était écœuré par les conversations, les comportements de ces hommes qui étaient partis là-bas pour une aventure. L'expédition, on nous l'a dit, s'est dirigée vers l'Égypte, qui était le siège du sultanat, et on en entreprit la conquête au départ pour espérer un échange avec Jérusalem. Et puis, c'est vrai que ce fameux Pélage, personnage vraiment peu intéressant, autoritaire, a tout fait basculer. Donc un échec. Alors, ce qui marque, et là moi je voudrais un peu insister, c'est que ce Francesco Bernardone et François d'Assise et son frère ont demandé une audience au sultan. Alors ils ne parlaient pas l'arabe. Soldano, soldano. Ils ont fini par être admis auprès du sultan. Il y a eu un interprète. Alors on ne sait pas vraiment ce qui s'est dit. Du côté des Arabes, moi j'ai pris les récits des historiens musulmans. Oui, on a de fait aussi des récits des musulmans. Parce que ça se combine assez mal avec des récits hagiographiques, c'est-à-dire les récits sur la sainteté de François d'Assise. Oui, mais les récits hagiographiques ne disent pas tellement ce qu'ils se sont dit. Oui, mais quand même, il hésitait, le sultan. Eh bien, justement, le sultan les a écoutés, il a hésité. C'était un homme. Alors, vous avez fait mention de sa crainte des Mongols, mais il avait aussi, je crois, un frère qui avait commencé un coup d'État. Alors, ça, c'est bien possible, oui. Il y avait des histoires internes. Alors, ça a joué, si vous voulez, dans toutes les négociations. Bref, François est ressorti, n'a pas eu la tête coupée. Non. Et il devait être stupéfait. Vous me direz, c'est un peu lointain quand même, parce que François, il était en Italie. Et oui, il avait très envie d'aller en France. Son prénom le disait d'ailleurs. Parce que son père allait aux foires de Champagne, hein, et donc il devait connaître un peu le français. Et saint François d'Assise aimait beaucoup chanter des chansons françaises. Mais, vous me direz, tout ça c'est gentil, mais ça va un peu loin. En fait, il n'a pas pu venir en France parce que le pape voulait le garder en Italie, et puis il avait de nombreuses communautés, mais il y a envoyé du monde. Il a envoyé surtout deux personnages assez connus. Il y a un qui est très connu, qu'on appelle Antoine de Padoue, parce qu'il y est mort, mais il pourrait quand même, malgré les séjours un peu brefs qu'il a fait à Brive, il pourrait s'appeler Antoine de Brive. C'est quand même cette communauté de Brive, qui existe encore aujourd'hui, elle date de cette époque. Et puis, il en a envoyé un autre. C'était un prêtre italien qui a été très vite marqué par ce personnage de François d'Assise, qui s'est mis dans ses premiers disciples, qui est devenu un de ses amis. Et lui, il est venu en Quercy. Il a fondé les couvents, enfin ce n'était pas encore des couvents, c'était des communautés qui vivaient dans des petites masures, souvent en dehors des remparts. Parce que les remparts, si vous voulez, à l'intérieur, c'était des gens plutôt aisés, bien protégés, etc. Ces pauvres frères, c'est comme nos banlieues aujourd'hui. Oui, mais ils se mettaient à côté des marchés quand même. Ah oui, bien sûr, parce qu'ils voulaient aussi rencontrer des gens. Et alors, donc,
cet ami de François d'Assise qui s'appelait Christophe de Romagne ou de Romandiola, fonda plusieurs communautés, une à Cahors, une à Figeac, une à Gourdon, une à Montcuq-Closert, une à Martel. Et en plus, il a un de ses amis qui a écrit sa vie après sa mort. Il est mort centenaire à Cahors. Mais il s'est passé quelque chose à Martel. Cet homme, dans un rêve, a vu son ami François d'Assise qui lui tendait la main. Il était rentré chez lui et François d'Assise lui tendait la main en lui disant « Mais tu vois, je m'en vais vers le Père. » Et quelques heures après, bien sûr, il faut le temps, hein, il n'y avait pas le portable, ni rien à cette époque. Il a fallu 2 ou 3 jours, pour plus même, une quinzaine de jours peut-être. On a reconnu que la mort de Saint François coïncidait avec la vision de ce Christophe de Romandiola. Alors, je précise, les franciscains de cette époque, on les appelait les cordeliers, parce qu'ils s'habillaient comme de simples paysans, une tunique de tissu un peu rugueux, genre toile de sac un peu, et ils mettaient non pas comme les seigneurs ou les gros bourgeois de belles ceintures avec des boutons en argent, etc. Eux, ils avaient une simple corde, d'où les cordeliers. Alors, à Martel, le couvent des cordeliers est bien à l'endroit où il se trouvait, mais les bâtiments sont postérieurs, 14e et 18e. Oh, le cloître, plus ancien, le dernier. Ah, mais le cloître est du 14e, je pense. Je pense pas qu'il soit... La tour, elle est ancienne quand même. La base de la tour. Peut-être la base. Mais vous savez, au temps de Christophe de Romandiola, ça devait être ce genre de baraquement. Ce que vous pouvez ajouter quand même, excusez-moi. Non, allez-y. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que dans les deux cas, à Brive et ici, à Martel, le vicomte a été un peu leur protecteur. Oui. Il est possible qu'au moment de la croisade, il l'ait rencontré, ou en tout cas qu'il en ait entendu parler. Parce qu'il a ensuite eu une assez grande dévotion envers les franciscains. À partir, mais c'est plus tard. À une certaine période, les vicomtes de Turenne se feront enterrer chez les cordeliers de Brive. Oui. Ça veut dire tout de même une grande dévotion, vous voyez, alors que jusque-là, ils se faisaient enterrer soit à l'abbaye de Tulle, pour les premiers, soit à l'hôpital Saint-Jean, pour la fin de la première famille, là, celle qui a vécu jusqu'en 1304. Oui, c'est ça, les Cambons. Mais après, c'est tout de suite après, c'est chez les cordeliers de Brive, qu'on appelait d'ailleurs des frères mineurs. Mineurs, voilà. Là aussi, c'est très intéressant cette appellation de frères mineurs, parce qu'en Italie, où est né ce mouvement, il y avait dans les villes ceux qu'on appelait les maggiori, les grands, les gros bourgeois, parfois même des nobles en Italie qui vivaient en ville. Et puis, il y avait le petit peuple, i minori. Eh bien, François d'Assise a voulu toujours se faire appeler frère mineur. Alors, écoutez, j'avais dit à Madame Guély, je ne serai pas long. Je vais donc arrêter, mais je veux, avant d'arrêter, vous lire littéralement ce qu'écrivait son ami juste après sa mort. Voici comment le départ de ce monde du bienheureux François lui fut révélé. Il était à Martel, un bourg du diocèse de Cahors. Il se vit en songe devant la maison de saint François, malade, où il était couché. Il frappa à la porte.
on le fit entrer sur l'ordre du Saint. Le bienheureux père lui tendit la main droite qu'il baisa avec dévotion et lui donna sa bénédiction. Le saint allait mourir et lui dit « Mon fils, retourne dans ton pays. » Retourne à Martel. Retourne dans ton pays. Ça, c'était une parenthèse. Retourne dans ton pays pour annoncer à mes frères que moi, après avoir accompli le combat de la vie, je m'en vais vers la patrie céleste. Le matin venu, il raconta sa vision, et on apprit ensuite que c'est à cette heure-là que le bienheureux François a quitté ce monde. Alors quand a été fondé le couvent des Cordeliers à Martel? Avant 1226, puisque cette scène se passe en 1226. Entre 1219 et 26. Oui, peut-être avant de... Ça m'étonnerait que ce soit avant 1219. Ah oui, non, parce que les premiers franciscains sont arrivés à Paris vers 1217. Oui, ceux de Brive, c'est 1230. Oui, mais Martel, avant Brive. Oui, avant Brive. Ah, oui. Merci. Merci. Voilà, eh bien nous allons arriver à cette charte maintenant. Parce que vous êtes ici, je suppose, essentiellement pour entendre parler de cette charte de coutume. Le vicomte va donc se présenter à Martel pour, en principe, accorder des coutumes à la ville de Martel. Dans l'introduction de la charte, il est question de lecture. Le vicomte se trouve dans la petite église Saint-Maur. Il faut vous imaginer évidemment pas la taille qu'elle a maintenant. Il faut penser plutôt au tympan, vous voyez, qui est beaucoup plus petit et plus modeste. Il faut vous imaginer une petite église romane. Il se trouve donc dans cette église avec le prévôt ou le bailli de Martel, qui est son propre bailli, qui le représente lui, le vicomte de Turenne, et qui s'appelle Pierre de Cornille. Et puis il se trouve avec un de ses plus fidèles serviteurs, qui est Pierre de Besse. Cette famille de Besse, je vous l'ai dit tout à l'heure, est vraiment dans la garde rapprochée du vicomte concernant les Quercinois. Évidemment, il a d'autres familles autour de lui qui sont des Limousins, mais pour le Quercy, c'est essentiellement cette famille de Besse, et puis c'est Cornille, qui sont venus du bourg de Cornille en Limousin, et qui se sont installés à Creys, et qui sont baillis non seulement de Martel, mais de Creys. Il n'y a pas de consul, à cette époque-là, à Martel. Il y a seulement ce qu'on appelle des prud'hommes, c'est-à-dire des personnages qui représentent les différents quartiers de la ville, et puis aussi les barris, c'est-à-dire les quartiers extérieurs. Et le vicomte prend connaissance de ce qui semblait exister déjà en fait de coutume, parce qu'il décide de les confirmer et de les approuver. Ça veut dire qu'il existait déjà un certain nombre de principes, ce qui est tout à fait normal, dans une ville, une petite ville, mais une ville qui existait probablement depuis l'an 1000, et qui était, vous le savez, essentiellement un marché du sel, et un marché des bestiaux. C'est-à-dire ses propres mesures. Et qui avait ses propres mesures, autrement dit, qui était déjà une bourgade importante, à un carrefour routier, qui est le carrefour routier Paris-Toulouse à l'époque, et puis le carrefour routier Souillac, ou si vous préférez l'Atlantique, Auvergne, c'est-à-dire en passant par Vérac, une route qui est une route précisément du sel. Alors ces coutumes que le vicomte approuve, elles existent donc sans doute, mais on ne sait pas exactement lesquelles elles sont. Il va donc leur accorder une charte qui est en 25 ou 26 articles. Dans ces articles, il y a, comme d'habitude, assez peu d'ordre. Ça vient un petit peu comme ci, comme ça. Les premiers articles sont des articles qui concernent la justice criminelle, c'est-à-dire les meurtres, les vols, l'adultère, etc. Ça, ce sont les premiers articles. Alors ensuite, vous avez une série d'articles de 6 à 9 qui concernent les devoirs des habitants.
Alors pas leurs droits, mais leurs devoirs. Et c'est pour ça qu'on peut parler de privilèges, si vous voulez. Mais enfin, les privilèges, ça consiste à, d'une part, à avoir des devoirs. Et ces devoirs sont tout à fait précis. Je vous les cite. Les habitants de Martel doivent accepter la monnaie du vicomte. Cette monnaie, elle est fabriquée à Beaulieu, et c'est l'abbé de Beaulieu qui en perçoit une partie des revenus. Ensuite, les habitants de Martel doivent le suivre à la guerre. C'est ce qu'on appelle le service d'ost. Et donc, ça dure un certain temps, et il faut suivre donc le vicomte à la guerre. Ensuite, il faut l'aider dans 3 cas. Il faut l'aider lorsqu'il va à la croisade. Alors on voit que là, le vicomte, il est venu essentiellement quand même pour récupérer de l'argent pour la croisade. Donc on doit l'aider au moment de la croisade. On doit l'aider pour marier sa fille. Et il se trouvait que précisément Raymond IV avait une seule fille, une fille unique, pas de garçon. Elle s'appelait Élise. Et elle épousera Élie Rudel, qui est seigneur de Bergerac. Et c'est à cause de ces rudels que la vicomté sera partagée en 2. C'est-à-dire que tout un morceau, avec la moitié de Martel et Creys, passera à la famille des Rudel et ensuite aux Pons, à la famille de Pons. Et puis les descendants de Raymond III, ou plus exactement ses cousins, garderont tout le reste de la vicomté, c'est-à-dire la partie moitié de Martel, le péage à Gluges, le passage de Gluges, et puis Montballon. Autrement dit, quand même une partie importante du Quercy. Puis naturellement aussi, la Saint-Céré, etc., tout ce qui existe dans la vicomté. Donc, le cas de l'aide à la croisade, le cas du mariage de la fille, et enfin, pour payer sa rançon, s'il est fait prisonnier. Autrement dit, vous voyez que les cas d'aide au vicomte étaient extrêmement précis. Et ensuite, alors, il y a un article qui concerne les fortifications de la ville. Évidemment, les habitants de Martel doivent fortifier et s'occuper de protéger leur ville. À partir de là, les articles deviennent assez confus. Et je vais demander à M. Plandam-Letty de m'aider pour la suite de cette étude. Je vais vous laisser la place. D'abord, il faut resituer cette charte de Martel dans l'ensemble des concessions de Chartres, ouais. En Quercy, sans parler du Bas-Limousin. Mais en Quercy, Martel se place très bien sur le plan chronologique. Il n'y a d'antérieur à Martel, pratiquement, que Cahors et Figeac, qui ont des coutumes sans doute antérieures à 1219. Et ensuite, il faut attendre. Rocamadour a des coutumes également quelques années plus tard. Il y aura Gourdon ensuite. Bon, il y a un certain nombre de concessions qui interviennent tout au long du XIIIe siècle, puisque en définitive, la plupart des villages, des bourgs du Quercy vont se trouver pourvus de chartes de coutumes. Alors naturellement, ce n'est pas un modèle unique, les chartes. Les chartes, elles s'adaptent à la situation de chacune de ces localités. Et l'intérêt de ces chartes, c'est justement de les comparer entre elles, pour voir les points communs, pour voir ce qui les différencie, et ce qui permet quelquefois de retrouver l'origine des sources de ces dispositions. Par exemple, la coutume de Cahors, qui est antérieure à celle de Martel, du moins les coutumes anciennes, les coutumes antiques, comme disent les contemporains, ces coutumes sont inspirées à Cahors, manifestement, des coutumes, elles le sont, enfin les spécialistes le disent bien, sont inspirées des coutumes de Montpellier, à cause des échanges qui existent entre Cahors et Montpellier et Martel. Car la route dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Souillac, l'Auvergne, oui, se double quand même, oui, de ce que l'on appelle, de ce que les historiens ont appelé l'isthme aquitain, c'est-à-dire cette route commerciale extrêmement importante qui va de Montpellier et du littoral méditerranéen
jusqu'au littoral atlantique, La Rochelle. Oui, bien sûr pas. Et nous avons, dans, je crois, le cartulaire d'Aubazine, la mention tout à fait certaine de relations déjà au XIIe siècle entre Martel et Montpellier. Par Figeac, etc. Par Figeac. Ouais. Et il y a des relations extrêmement fréquentes dont on trouve la trace dans la comptabilité consulaire. Des relations très fréquentes entre Martel et Figeac, par exemple. Alors, pour ce qui concerne donc notre charte de 1219, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces chartes, en fin de compte, elles tentent à limiter le pouvoir seigneurial. Alors, naturellement, les seigneurs n'ont pas toujours consenti à ces avantages au profit des habitants de gaieté de cœur. Et quelquefois, les concessions ont été extrêmement violentes. Par exemple, à Figeac, il y a eu une constante lutte tout au long du XIIIe siècle entre les consuls, qui étaient des consuls de fait en réalité, que l'abbé de Figeac ne reconnaissait pas, n'avait pas reconnu, et qui s'étaient imposés. Et l'abbé. Oui, le conflit donc entre même chose à Cahors. Cahors est un excellent exemple entre les gens de Cahors, les consuls en particulier, la bourgeoisie quédurcienne, Et l'évêque. et les consuls et l'évêque. Oui, oui. À Beaulieu aussi. Alors, concernant à Beaulieu, naturellement, d'ailleurs, de façon générale, vous me pardonnerez cette précision, mais les gens d'église, ceux qu'on appelle les seigneurs ecclésiastiques, dont vous n'êtes pas, je crois, hein, les seigneurs ecclésiastiques voient l'émancipation urbaine d'un très mauvais œil. D'abord, il y a toujours quelque chose d'un peu diabolique dans cette espèce de révolte des bourgeois contre l'autorité bien établie, bien installée, autorité non seulement politique, mais autorité également religieuse. Il y a un double aspect, là. Ah oui, oui, oui. Alors, concernant la charte de Martel, elle est tout à fait intéressante, elle n'est pas facile. Il y a certaines dispositions sont difficiles à interpréter. Le latin n'est pas toujours d'excellente qualité. Et surtout, nous ne disposons pas encore d'une traduction française de cette charte, de ces 26 articles. Nous avons une traduction, mais paix à son âme, d'un certain monsieur Bressac, qui fit une thèse de droit dans les années 20 ou 30, 1900, 20 ou 30, et qui a donné la traduction de certains de ces articles, les plus faciles, parce que ceux qui présentaient quelques difficultés, il les a passés sous silence. Bon. Donc il faut s'en référer au texte latin. Et le texte latin dont nous disposons n'est pas bon non plus. Il a été publié par Justel, qui est un érudit contemporain de Baluse. Oui, c'est ça, hein, un peu plus vieux. Au début du XVIIIe siècle. Et bon, ce texte publié, ce texte des coutumes publié par Justel est parsemé de coquilles, de fautes, enfin bon, c'est pas... D'abord, les prescriptions commerciales, c'est quand même... Alors, effectivement, dans cette charte de Martel, on retrouve à peu près tout l'éventail des dispositions. Alors, il y a du droit pénal, il y a... parce qu'il faut bien comprendre que le seigneur qui va concéder ses coutumes va les concéder dans des domaines qui sont de son ressort. Or, le seigneur exerce ce qu'on appelle le pouvoir de ban, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir judiciaire, essentiellement celui qui vient au premier rang, le pouvoir financier, le pouvoir d'imposer ses dépendants, et le pouvoir militaire, c'est-à-dire de convoquer les gens à la guerre. Voilà. C'est tous ceux qui sont sous sa dépendance. Alors on retrouve cet éventail dans les coutumes de Martel. Vous avez du droit pénal et de la procédure pénale.
Vous avez des dispositions difficiles à classer, mais qui sont plutôt du domaine de la vie économique. Vous avez des dispositions militaires, peu nombreuses, mais enfin quand même intéressantes. Et vous avez quelques dispositions de, voyons... Sur les étrangers, sur la justice. Pardon ? Sur les étrangers. Oui, oui, non mais j'essaie de classifier un peu tout ce qu'on peut trouver. Alors, et des dispositions évidemment concernant la justice. Voilà, alors quels sont les articles qui... Tous les articles, enfin il y en a qui sont fort clairs, hein, qu'on peut facilement comprendre. Par exemple, j'ai fait un petit résumé de ce qu'on peut trouver, mais je n'irai pas jusqu'au 27e. Le premier article concerne, droit pénal, oui, concerne les coups, c'est une disposition qu'on trouve très fréquemment, les coups et blessures. Alors, voilà, en toute plainte où il est question de mauvais traitement, n'ayant pas occasionné une plaie, c'est-à-dire l'apparition du sang, l'amende sera de 7 sous. Et tarification des amendes. C'est ça aussi qui est intéressant dans les textes des genres de coutume, c'est que ce qui avant dépendait de l'arbitraire seigneurial est désormais fixé par écrit, limité, tarifé. Et ça c'est important. L'adultère, naturellement, alors c'est une disposition qu'on trouve très fréquemment dans les chartes de coutume. Bon, vous connaissez les dispositions de cette répression de l'adultère. Tout habitant de la ville surpris avec une femme mariée. Alors ça c'est une hypothèse, hein, parce qu'il y a aussi des dispositions coutumières qui parlent de la Vierge, ou bon. Alors, la condition ici, c'est celle de la femme mariée. Surpris avec une femme mariée sera, si l'adultère est prouvé, traîné tout nu, ainsi que sa complice perd génitalia. Voilà. Vous voyez le spectacle. Bon. Ces répressions étaient aussi des spectacles, n'oubliez pas. Hein. La répression pénale donne à voir aux bonnes gens. On pouvait se racheter quand même. Ben là, c'est pas prévu, je crois pas. Non, c'est pas prévu. Pas prévu. Ouais, c'est prévu à Tégra. Bon. Bon, l'accusation calomnieuse, la trahison, le vol, le faux témoignage, tout ça c'est assez classique, on le retrouve dans d'autres textes. Alors ensuite, évidemment, ce qui est important pour les gens de l'époque, c'est de ne pas aller au service militaire, c'est-à-dire de participer à l'ost, de ne pas payer d'impôts, ça évidemment, on comprend, et quoi donc encore? Alors il y avait les choses commerciales, quoi. Alors il y a toutes les mesures commerciales qui sont quand même assez nombreuses. C'est le nombre d'articles là concernant l'économie est le plus important de la charte. Ça, c'est intéressant. Beaucoup de dispositions. Bon, le refus, alors c'est difficile de classer évidemment ces dispositions dans des cases très précises, mais par exemple le refus de la monnaie vicomtale, c'est de l'économie en fait. Oui. Bon, mais alors pourquoi ce refus? On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a des cas de refus de la monnaie vicomtale? Peut-être est-ce que certaines personnes n'avaient pas trop confiance dans la valeur de cette monnaie, on peut se poser la question. Le service d'ost, là évidemment c'est le côté militaire de la chose. Si quelque habitant ne suit pas immédiatement le vicomte quand il lève l'ost pour sa propre guerre, attention, hein, il ne s'agit pas de l'ost royal, il s'agit de l'ost privé, de la guerre privée. Pour sa propre guerre, sans avoir l'excuse de son infirmité, de son état physique. Alors s'il refuse d'aller à l'ost, s'il refuse de suivre son seigneur à la guerre, il paiera 60 sous d'amende. Voilà. 60 sous d'amende. Bon, oui, là encore c'est tarifé. Mais celui qui n'y va pas parce qu'il est malade, le malade n'ira pas et ne louera pas, il ne sera pas contraint de louer un remplaçant.
C'est-à-dire que, vous savez, le remplacement militaire, c'est quelque chose qu'on a connu pendant très longtemps, mais déjà, ça existe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se battre soi-même, alors on loue quelqu'un à sa place. Bon, c'est le système sur lequel tout le 19e siècle, en matière de service militaire, a reposé. Bon, quand on pouvait payer un remplaçant, on ne faisait pas de service. 1500 francs. Bon, etc. Alors, les murs de la ville. Alors ça, j'avoue, je n'ai pas compris. Là, la charte, enfin l'article en question. Ah, avant, il y a l'exemption fiscale quand même. L'exemption fiscale, ben, vous nous en avez parlé, c'est l'aide aux trois cas. Alors, cette aide féodale est une ressource importante pour le seigneur. Hein. Alors, en général, la coutume retient 4 cas. Et il manque ici la chevalerie du fils. Alors pourquoi? Pourquoi? Ben parce que ce sont des situations qui coûtent très cher au seigneur. Bon, marier une fille, c'est la fête, il faut inviter les uns, les autres, etc. Ça coûte très cher, il y a la dot. Effectivement, au passage d'outre-mer, n'en parlons pas, hein, on en a suffisamment parlé tout à l'heure. Le rachat de captivité, évidemment, là aussi, les rançons peuvent atteindre des sommes exorbitantes, d'où l'intérêt d'imposer les dépendants dans ces cas-là. Et les fortifications alors c'est l'article 9, c'est les murs... Alors là, j'ai pas tout compris, là. Le prévôt... Alors il y a aussi là quelque chose d'ambigu, c'est que on parle du bail et on parle du prévôt. C'est la même chose. Alors c'est la même chose, mais le prévôt c'est pas un terme très fréquent chez nous. Non. Le terme le plus fréquent c'est celui de bail. Alors le prévôt c'est souvent quelqu'un qui a acheté sa charge. D'accord, mais le terme apparaît ici dans la charte. C'est le Pierre de Prépositus, le préposé en quelque sorte, c'est le prévôt. Doit aussi contraindre les habitants à clore. Alors le prévôt doit contraindre les habitants de la ville à clore, à faire la clôture, les murs si vous voulez, et à fortifier la ville. Alors, si j'ai bien traduit, mais je ne suis pas très sûr de la traduction, le prévôt doit contraindre également les habitants à verser des choses qui se mangent. C'est une comment dirais-je, c'est une version mot à mot. Hein. Il nourrit les ouvriers. Quoi. Alors c'est ça, à verser des choses qui se mangent et se boivent. Il ne faut pas oublier, entre la main de celui qui lève, qui collecte pour le vicomte. Voilà. Pour le vicomte. Et alors ensuite, il y a un troisième étage, si vous voulez, c'est après qu'il jure bien qu'il prétèrent le serment comme il se doit. Alors il prête un serment qui abrège, si j'ai bien compris, la reddition, mais le terme n'est pas... C'est eux qui sont assiégés, donc on ne voit pas très bien. Bon, la fin des opérations, on veut dire. Oui. Non, bon. Voilà, alors, très intéressant également, toujours dans le domaine économique, c'est l'article 11 sur la taxation du vin et de l'avoine. Il ne faut pas oublier l'avoine. Et c'est très important. Ceux qui vendent, dit le texte, ceux qui vendent ou revendent du vin ou de l'avoine, qu'ils n'acceptent pas du vicomte de gain si ce n'est d'un denier le setier. Voilà, c'est une taxation en quelque sorte de la prestation. On ne donnera pas, on ne donnera pas. Le vicomte exige qu'il ne paie pas plus d'un denier pour le setier. Alors pourquoi est-ce que l'avoine a retenu mon attention? Ben, je crois qu'il faut le mettre en rapport, parce que ça c'est rare, on ne trouve pas. Hein. Non, dans les chartes de coutume, on ne trouve pas ça. L'avoine. Le vin, oui. Mais l'avoine, alors, c'est les chevaux. C'est la fameuse histoire des chevaux, de la course de chevaux organisée par le vicomte de Turenne à Martel. Donc, autour de Martel devait exister probablement un important élevage de chevaux. Oui, certainement. Je pense. C'est là qu'il a fait sa course de chevaux. C'est comme Gramat. Gramat aussi était un endroit... Gramat, oui, mais ça a duré longtemps. Bon, enfin voilà, ensuite il y a des choses très techniques. C'est très technique. C'est très technique sur les jusseurs, c'est-à-dire les cautions. Il y a des questions aussi
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas Raymond IV qui a écrit ça. Hein. Bon, il aurait été certainement le pauvre homme bien ennuyé d'écrire des dispositions aussi compliquées, des dispositions juridiques. Donc, quelqu'un a rédigé, on ne sait pas qui, un juriste sans doute. Juriste du coin. Un juriste du coin. Oh, du coin. Non. Est-ce qu'il y avait déjà des notaires? Non. Je ne veux pas d'évaluer les autorités intellectuelles de Martel ou autre, mais ça a dû être un niveau... Cahors peut-être, oui. Est-ce qu'il y avait des notaires? Alors, le non, pas encore. Notariat, pas encore. Le notariat n'apparaît que ici chez nous, hein, parce qu'il est très précoce dans le Midi, en Languedoc en particulier, à Montpellier, dans les villes du littoral méditerranéen. Ici, les premiers notaires se remontent aux années 1270 à peu près. 1270, 1280, oui. Bon, écoutez, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Quelque chose d'intéressant également, qui intéresse toujours l'économie. Bon, l'économie, c'est l'exemption de péage. Ah, oui. Là, ils y sont très attachés, hein, l'exemption de péage. De pouvoir circuler dans toute la vicomté. Sans payer une somme d'argent chaque fois qu'on passe un pont, qu'on traverse un carrefour, Dieu sait quoi. La Dordogne, surtout. Et la Dordogne, bien sûr. Ça coûtait cher de traverser. Alors, il y a quelque chose qui m'a intrigué quand même, c'est l'article 17, qui intéresse l'économie. C'est une sorte de sûreté pour les dépôts d'argent qui sont faits à Martel. Alors, j'essaie je peux prendre le texte latin, mais j'ai une traduction mot à mot qui n'est pas très bonne. Bon. Tout argent donné aux habitants, tout argent confié aux habitants de la ville de Martel en commande, c'est-à-dire en dépôt, ou reçu à titre de prêt. Enfin, voilà. Bon, mais l'argent est consigné, en quelque sorte. Il sera possédé en toute sécurité. Donc faites vos dépôts à Martel, c'est sûr. Il sera consigné en toute sécurité jusqu'à ce qu'il soit entièrement versé au créancier. Voilà, on lui conserve son argent et pas de souci. Bon, écoutez, il y a beaucoup de choses comme ça. L'exemption des tailles, naturellement, ça c'est très important. Tout ça vise à limiter, il se contraint quand même à... Il y a quand même quelque chose qui est intéressant pour les bourgeois, c'est le fait de pouvoir acheter des pièces. Oui. Ah ben oui, mais ça peut se retrouver ailleurs. Mais il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est l'article sur la taille. Voilà, ah oui. Alors le montant, en général, les chartes fixent une somme qui sera payée pour les cas de mariage de la fille, départ en croisade, rançon, etc. Mais alors, en général, le chiffre, la somme, est fixé par la charte. Mais là, il est question. Alors, ils doivent payer de leur argent, de leur bourse, selon le conseil du prévôt, qui obtiendra d'eux la meilleure somme, bien sûr, selon le conseil des 10 meilleurs hommes de sa ville. Je trouve que là, on a l'embryon de ce qui sera plus tard une communauté politique, un consulat. C'est important, ça, ce passage. Bon, voilà, écoutez, il y a comme ça, non, il y a 26 articles. Qui est confirmé... un principe qui a été confirmé plus tard par les autres vicomtes. Alors voilà, il y a plusieurs chartes quand même qui jalonnent la vie de Martel, la vie politique, administrative de Martel. C'est la première, le prototype, la charte de 1219, intéressante, et encore assez... Mais il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Le préambule que vous avez évoqué tout à l'heure, le vicomte prétend avoir fondé Martel. Mais attendez! Et le doyen de Souillac, alors, qu'est-ce qu'il fait dans l'affaire? Il n'est pas là. Et il est là, il est à sa mort. Il est là, mais il n'est pas dans la charte. Oui, mais alors, moi, j'ai mon idée sur les origines de la ville. Oui. Des tout premiers moments de la ville. À mon avis, c'est une sauveté du doyen de Souillac. Mais fixé autour de l'église... Autour des deux églises, quoi. Autour des deux églises. Sainte-Madeleine et quand le vicomte dit qu'il a fondé la ville de Martel, il a fondé en réalité
la ville prospère. Enfin, le marché. Le marché. Le marché. Voilà. Il y a la ville Donc, et le marché. voilà. Il y a l'église et le marché. Ils sont séparés l'un de Voilà. l'autre. Bon, etc. Multiplié. Merci. Bon, alors je termine parce que nous avons quand même pris beaucoup de votre temps. Je termine donc sur ce que va devenir le vicomte après avoir donné cette charte. Il part donc à la croisade, il reviendra en 1221 et c'est à Martel à nouveau qu'il rencontrera le seigneur de Castelnau et que définitivement le seigneur de Castelnau sera obligé de lui rendre hommage pour toute la région de Castelnau de Bretenoux. Et à partir de là, eh bien, le vicomte a un règne qui est très long, ou assez long, puisque ce règne dure jusqu'en 1243. Seulement, il va se trouver aux prises précisément au temps de Saint-Louis, qui est encore tout jeune, avec les révoltes des barons aquitains autour des rois d'Angleterre. Il va prendre leur parti. Et Saint-Louis va donc venir dans la vicomté mettre des surveillants au château de Turenne. Et lorsque le vicomte mourra, comme sa fille a épousé un seigneur de Rudel, donc, et que sa petite fille a épousé un Ponce, c'est à cette famille qu'on va donner la moitié de la vicomté. On a l'impression que les rois de France se méfient un peu d'un pouvoir aussi vaste et ont donc décidé de partager la vicomté. C'est le neveu de Raymond IV, fils de Raymond V, qui était le frère de Raymond IV, qui va devenir alors vicomte de Turenne. Il a 16 ans. Et il va être obligé de suivre Saint-Louis à la croisade. C'est à nouveau une croisade qui les mène vers Damiette et vers les marais de l'Égypte, jusqu'à ce que l'armée royale à nouveau se fasse faire prisonnière. Saint-Louis est resté 2 ans de plus en Palestine, à Saint-Jean-d'Acre, pour racheter ses chevaliers et pour les ramener en France. C'est donc une croisade, une fois de plus, qui échoue donc en Égypte. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, vous avez été très sérieux. Restez debout, restez debout, restez debout. Et levez-vous, vous aussi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai dit. Monsieur Folz, vous voulez venir, s'il vous plaît, et puis Madame Folz aussi, vous allez venir. Et Monsieur Formanetti. Oui, vous allez. Oui, mais Ah bon, vous faites là. je vous dirai après. Vous allez comprendre. Donc, nous remercions bien entendu les deux conférenciers, mais vous permettrez donc, je vous remercie de rester assis, parce que je voulais profiter de l'occasion pour remercier de façon plus officielle l'abbé Lachaise et Madame Guilly. Merci bien. Alors, pourquoi les remercier? Eh bien, on va vous l'expliquer un petit peu. Alors, Madame Folz, vous allez nous dire 3 mots. Alors, vous savez que vous n'avez que 3 secondes, 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Parce que quand vous prenez la parole, on ne sait pas quand est-ce que vous la lâchez. Asseyez-vous, je vous en prie. Oui, alors, asseyez-vous. Madame Guély, je sais bien que vous avez les éloges en horreur. Mais au soir de cet événement si exceptionnel, le 800e anniversaire de l'octroi de la charte de coutume de Martel par le vicomte de Turenne, nous tenons à rapporter ces quelques mots, à rappeler ces quelques mots qui sont tout à votre honneur. Merci. Premièrement, votre engouement pour la moto, la Vespa, le scooter, ce véhicule que vous avez toujours privilégié pour aller enseigner au lycée Cabanis ou venir à Martel. Oui. Deuxièmement, votre dévouement pour la recherche aux archives, à Cahors, à Brive, à Martel, dans le cadre de la Société archéologique de Brive, par exemple, dans le cadre de l'histoire de Martel, dans le cadre des associations culturelles du territoire, et j'en passe.
Votre soutien aux jeunes historiens lors de leurs études et votre aide toujours bénévole aux particuliers en quête de renseignements sur leur maison ou leur famille. Je suis sûre que ce soir, il va y en avoir encore. Et j'ai oublié, mais en vous écoutant, cela m'est revenu, votre profond sens de l'humour et votre combativité et votre esprit critique. Ainsi, dire en 3 minutes ce que vous êtes, madame, c'est mission impossible. Mais j'affirme, Marguerite Guély, que vous êtes une très grande dame, toute simple, pleine d'humanisme et de connaissance. Et nous sommes très heureux ce soir de vous remercier. Merci beaucoup. Oui, Madame Guély, donc vous avez vu cet hommage qui vous est rendu par une collègue à vous. Alors moi je vous dirais simplement, pour les gens, que donc c'est pendant, ça fait déjà 21 ans que vous êtes archiviste adjointe à la mairie de Martel, 21 ans, donc et je sais que vous allez continuer un petit peu encore. Oui, vous allez continuer un petit peu, on viendra vous chercher, on vous achètera une mobilette. Mais on compte sur vous. Alors moi je voudrais dire 2 mots à M. l'abbé Lachaiseray. Cher M. l'abbé Lucien Lachaiseray, vous avez souhaité qu'il soit mis fin à votre fonction d'archiviste municipal et nous comprenons vos raisons. Le 16 octobre 1980, le conseil municipal de Martel, que présidait M. Maurice Pellissier, après délibération et à l'unanimité, avait souhaité que vous soyez notre archiviste municipal. J'étais moi-même jeune conseiller municipal et je suis fier aujourd'hui de vous rendre hommage. Cela fait 39 ans que vous avez la responsabilité de la bonne tenue et de la conservation des archives communales. Vous incarnez la sagesse, non pas parce que vous avez un certain âge, mais parce que c'est dans votre nature. Vous êtes pour moi une personne posée, réfléchie, souriante, avec toujours un petit mot gentil lorsque vous rencontrez en ville. Vos connaissances historiques font de vous une référence, votre simplicité un exemple. Votre amour pour le Lot, dont vous dites que vous êtes tombé amoureux, je pense que Dieu vous a pardonné cette infidélité. Votre amour pour Martel est viscéral et fait de vous une personne que l'on apprécie dans notre belle ville. Merci d'avoir veillé sur nos archives durant ces longues années, sans jamais vous endormir, et en étant toujours là lorsqu'on a besoin de vous. Vous allez vous lever, tu me le sors s'il te plaît. Je suis heureux de vous offrir au nom du conseil municipal de Martel, unanime, voilà, une jolie médaille de la ville de Martel, avec pour vous, donc... Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà, bravo, on l'applaudit. Voilà, nous pourrons les remercier. Alors, je n'ai pas tout à fait terminé. Pour vous, ça suffit pour vous. Non, je crois que vous avez quelques chocolats aussi. Oui, voilà, c'est le péché mignon. Vous avez quelques chocolats. Et je demanderai à M. Wirtz de venir ici, s'il vous plaît. Nous avons très rapidement avec mon ministre de la Culture. Nous avons souhaité donc ne pas laisser un vide, et donc il y a une réunion a eu lieu entre ces 4 personnes, voilà, et donc nous avons demandé à M. Laurent Wirtz de remplacer M. l'abbé, Mme Guély continuant à être, voilà, elle fera ce qu'elle pourra pour faire le tuilage, comme on dit familièrement. Voilà, alors je voulais dire simplement que M. Wirtz, on ne le présente pas, enfin je vais le faire. Monsieur Wirtz est tout jeune, 70 ans, mais bon,
Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, il est agrégé d'histoire, il est docteur en histoire de l'Université de Paris 10. Et ce monsieur a été professeur d'histoire et géographie dans l'enseignement secondaire, il a été professeur d'histoire de classe préparatoire aux grandes écoles à Limoges, à Toulouse, puis à Paris, Louis le Grand. Il a été... Henri IV, pardon, pourtant il avait écrit Henri IV. Il a été inspecteur général de l'éducation nationale dans le groupe Histoire et Géographie. Il a été doyen du groupe Histoire et Géographie à l'inspection générale. Il a été professeur associé à l'Institut politique de Paris. Il a été inspecteur général honoraire depuis 2013 car il a pris la retraite. Il est membre du conseil de la Cité, il a été membre du conseil d'administration de la Cité nationale de l'histoire, membre du conseil scientifique des rendez-vous de l'histoire de Blois, membre du conseil national des villes de pays d'art et d'histoire, membre du conseil scientifique de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc il était à l'organisation de cette manifestation nationale. Il est chevalier de la Légion d'honneur et il est commandeur des palmes académiques. Voilà. Mais. Ceci étant, il a écrit beaucoup de publications, et ça, je n'ai pas de pourcentage, mais je vous conseille d'en lire quelques-unes. Donc, Histoire d'un équilibre perdu, évolution démographique, économique et sociale du monde paysan dans le Cantal, au XIXe siècle. Il a écrit, alors ça c'est en anglais, c'est un rapport général du Symposium d'Oslo, Conseil de l'Europe. Il a écrit l'exception française, il a écrit un article Europe dans le dictionnaire d'histoire culturelle de la France. Je passe, bon, parce que je sais pas, mais il y en a beaucoup d'autres, dont je le remercie. Donc je crois que M. Laurent Wirtz a souhaité, a accepté cette tâche. Je pense que nous perdons un grand monsieur et nous en rencontrons un autre. Donc je voudrais qu'on applaudisse aussi Laurent. Juste un mot, mon père. Bon, moi j'ai envie de dire, quand je vois votre érudition dans le domaine du Moyen-Âge, comme moi je suis contemporanéiste, j'ai envie de dire, mon père, je ne suis pas digne de les recevoir. Mais vous avez dit une parole et j'ai accepté. Mais bon, au départ, dans la mesure où je ne suis pas paléographe, vous êtes capable de reconnaître une écriture du XIIIe siècle. Bon, moi, c'est le XIXe, les archives. Vous avez été très persuasif, vous m'avez dit, oui, mais on a surtout des archives du XIXe. Voilà, bah écoutez... Merci. Oui. Et merci de cet honneur. Ouais. Laurent, c'est pas encore la médaille de Martel, mais voilà, c'est pour toi, tu l'ouvres, non, c'est dans le... C'est dans le sens. Attends, voilà. Ah, c'est les clés. Seigneur, des archives de l'ordre. Vous pouvez y aller dès que vous voulez. Voilà, mais je vous demande, si vous voulez, de descendre à l'étage en dessous ou un petit apéritif, et puis vous pourrez discuter avec les récits, avec chacun de ces personnages. Je vous remercie encore une fois d'être venu. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi, j'ai été conquis. Merci à vous deux et à vous trois. Voilà. Allez, c'est super. allez. Confiance. Après,